Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Ah, c'est une œuvre bizarre, grouillante, très peuplée, si je puis dire, déconcertante. Je me rappellerai toute ma vie, la première fois que je l'ai vue, en vrai. On est à la fois attiré, tenu à distance, c'est étrange. L'auteur, c'est un peintre brabançon qui peignait essentiellement aux alentours de l'an 1500, et c'est bien sûr Jérôme Bosch. Regardez-là, cette incroyable composition en 3 parties, avec un grand panneau central et 2 volets qui peuvent se rabattre. C'est un petit peu comme un triptyque d'hôtel, d'église, si vous voulez, mais ça n'est pas le cas en l'occurrence. Lorsqu'elle est refermée, l'œuvre présente une face extérieure qui fait 1m90 sur 1m75. Vu de loin, ça pourrait presque passer pour un carré. Et cette image, elle est au début de l'histoire que veut nous raconter l'artiste Bosch, extrait de la Genèse, bien entendu. On est au 3e jour de la création. Bosch nous donne à voir un monde à la surface plate, enfermé dans une sphère aux couleurs, comment les décrire, un petit peu grisâtres, il faut bien dire. On voit le ciel, la terre, les océans, il y a des plantes étranges, tout ça qui a l'air à peine dessiné, comme en formation. Et au-dessus de la planète, qui voit-on là dans l'ombre, qui est là à peu de distance avec un verset tiré d'un psaume? C'est Dieu lui-même, c'est lui qui a parlé et cela arriva, lui qui a commandé et cela exista. Il faut prendre l'habitude de scruter ce qui est une sorte de pénombre sur ce premier panneau, un peu de vide dans tout ça, et l'on voit se dessiner d'une certaine manière un univers avec beaucoup plus de relief que ce qu'on pourrait imaginer. Alors, ouvrons les volets, si vous voulez bien. Ouvrons l'œuvre. Et là, on entend grincer les volets du triptyque, à l'intérieur, sur les 3 panneaux. Alors là, c'est l'explosion, donc que dis-je, la débauche des couleurs avec des roses notamment qui sautent aux yeux et des bleus étonnants, un vert omniprésent, des rouges intenses aussi, et puis toute cette espèce de population invraisemblable, plein de personnages, tout nus pour la plupart, plein d'animaux également et des plantes, tout ça saisi en plein mouvement dans une espèce de tourbillon visuel. On ne sait plus trop quoi regarder tellement ça fourmille, mais c'est là qu'il ne faut pas se laisser avoir. Il faut prendre son temps, un peu d'ordre, un peu de méthode. Il faut se pencher sur le tableau et commencer à en saisir le sens du panneau de gauche. Ça, c'est pas très compliqué à comprendre. On voit Adam et Ève face à face au jardin d'Éden. Jusque-là, on est dans le paradis. Ils sont nus, Adam et Ève, évidemment, avec une peau très blanche, très particulièrement lumineuse. Et entre eux, il y a Dieu, tout à fait humanisé, si je puis dire, qui les présente l'un à l'autre. C'est le tout début de l'histoire humaine, en quelque sorte. Le péché qui doit provoquer la chute n'a pas encore été commis, d'où ce paradis. Et autour d'eux, une sorte de jardin, le jardin d'Éden, paradiso, la racine avestique qui veut dire le jardin, justement, avec ses arbres pleins de fruits appétissants, avec encore de jolis petits animaux. Certains sont réels, certes, mais d'autres sont assez imaginaires, puisqu'on voit une girafe et un éléphant, par exemple, ou un paon, mais une licorne également. Le paon, d'ailleurs, est assez particulier. Et puis alors, au centre, il y a une sorte de grande chose, difficile à décrire, une sorte de fontaine tout en hauteur, comme ça, rosâtre, qui est juste au-dessus de Dieu le Père. Qu'est-ce qu'elle veut dire, cette fontaine? On n'en sait rien. Est-ce que c'est une source de vie, peut-être? Bref, ça c'est le panneau de gauche, assez lisible. Maintenant, si vous allez complètement de l'autre côté, le panneau de droite, lui, représente l'enfer. Alors là, on n'est plus du tout dans le calme champêtre. Là, c'est l'obscurité, simplement illuminée ici et là, d'espèces d'étincelles qui auraient plutôt tendance à vous déchirer les yeux, quelque chose d'assez obscur dans la souffrance, d'assez dévorant dans l'attente infinie. Au premier plan, une multitude d'hommes, de femmes qui sont là à se débattre dans les pires atrocités. C'est l'enfer, après tout, me direz-vous. Certains sont attaqués par des animaux affreux, d'autres subissent des tortures qui font exactement
exactement penser à celle qu'on infligeait aux pauvres malheureux au tournant de ce XVIe siècle. Ils sont attachés sur des instruments de musique, bizarrement. Et à l'arrière-plan, tout ça semble cacher une guerre, mais une guerre qui se dispute, une guerre qui se joue dans l'ombre. Vous imaginez, c'est assez effrayant. Bon, pour ce qui est de la symbolique, vous avez donc d'un côté le jardin d'Éden, de l'autre l'enfer, en opposition, c'est classique. Rien de très particulier. Ah non, rien de très particulier, si. Si, parce qu'au milieu, entre les deux panneaux du paradis et de l'enfer, vous avez l'énigme principale de cette œuvre tellement bizarre, c'est ce grand panneau dont nous allons avoir un peu de mal à comprendre ce qu'il représente. Franck Ferrand sur Radio Classique. Composition, encore une fois, hyper peuplée, qui ne représente pas la fin des temps et le jugement divin, comme on aurait pu s'y attendre. Ça, c'était très classique, sur les tympans des cathédrales notamment, non ? Là, vous êtes dans un paysage immense, totalement verdoyant. Des centaines de personnages, tous jeunes, la plupart sont plus ou moins des adolescents, ils sont là à s'ébattre dans tous les sens, on gigote, ils sont tous tout nus, comme dans le paradis d'Adam et Ève, ils discutent, ils mangent des fruits géants, il y en a qui s'embrassent, il y a des couples allongés, ça a l'air quand même de représenter certains jeux érotiques si on regarde d'assez près. Les animaux aussi sont présents, il y a pas mal d'hommes qui sont sur des montures et qui font comme une espèce de grands cercles de cavalerie, comme une fantasia, si j'ose dire, autour d'un bassin. Il y en a d'autres qui s'amusent avec des oiseaux géants. Bref, il faut que je sois honnête, c'est assez troublant tout ça et plutôt incongru au milieu d'un récit biblique. Je sens qu'il va nous falloir une sacrée clé pour ouvrir l'univers de Monsieur Bosch. Franck Ferrand sur Radio Classique. Je vous parle depuis le début de Jérôme Bosch. Il faudrait que je vous donne son vrai nom, Hieronymus van Aken. C'est ça le vrai nom de ce Brabançon. On ne connaît pas exactement ses dates de naissance. On sait qu'il est mort entre 1516 et 1517, mais en revanche, on ne sait pas quand il est né. Probablement aux alentours de 1450. C'est assez étonnant d'ailleurs parce que chaque biographe a ses dates quasiment. Alors c'est donc lui qui a peint cette espèce de grand triptyque qui s'appelle Le Jardin des Délices. Ah, ça c'est un titre qui normalement devrait nous mettre tout à fait sur la voie. Quant au commanditaire, on a évoqué pas mal de noms au sein de la plus haute aristocratie bourguignonne. Ce qui est certain, c'est que le tableau est présent dans le palais bruxellois du comte Henri de Nassau-Breda, s'il vous plaît. Il est là en 1517, c'est-à-dire un an après la mort de Bosch, sinon pour autant qu'on sache exactement. Comme le suggère l'historien de l'art Hans Belting, l'œuvre fait probablement partie des curiosités que le maître des lieux a plaisir à montrer à ses convives. Il les étonne avec ça, évidemment, et ça doit créer toutes sortes de débats. Après tout, n'est-ce pas l'une des fonctions qu'on assigne à la peinture à cette époque, au XVIe siècle, que d'attiser la conversation d'une certaine manière, de relever le débat. Bref, c'est à cette époque qu'est établi le premier commentaire que nous ayons conservé sur ce jardin des délices, un commentaire d'Antonio de Beatis, le secrétaire d'un cardinal dont on imagine l'étonnement devant l'espèce de triptyque qui se déploie devant lui. Voici ce qu'il nous dit, et c'est cité par Reindert Falkenburg. Il y a divers panneaux avec diverses fantaisies où sont représentés des mers, des ciels, des bois et des champs et beaucoup d'autres choses. Certains personnages sortent d'une coque de moule, d'autres sont chiés par une grue. Il y a des hommes et des femmes blancs et noirs en diverses positions et accomplissant divers actes, des oiseaux, des animaux de toute espèce, peints avec beaucoup de naturel, des choses si plaisantes et fantastiques qu'il est presque impossible de les décrire à qui ne les connaît point. Plaisante à l'époque, j'ai besoin de vous dire que ça veut dire drôle, amusant. Il semble que déjà à l'époque, il y ait une forme d'attrait-répulsion pour ce tableau. On sait même qu'une copie a sans doute été réalisée avant la mort de Bosch. Il y en aura tellement et tellement par la suite. Comme le précise Hans Belting, une génération après la mort de l'artiste, on assiste à une véritable renaissance boschienne, en contradiction avec la mode renaissance des italianistes hollandais. Oui, c'est vrai qu'il n'est pas... il est à la mode, mais il n'est pas dans la mode, Bosch. C'est même sans doute le moins qu'on puisse dire. Alors, le destin du tableau va changer puisque,
incroyable. Au moment où l'Espagne prend le contrôle des Pays-Bas, les régions en question sont gagnées au protestantisme, donc on va repousser les protestants vers le nord, les Espagnols, les catholiques poussent par le sud, n'est-ce pas? Et évidemment, le propriétaire du jardin des délices par le jeu des héritages va être Guillaume d'Orange. Oui, Guillaume Ier, une des grandes figures de cette époque. À ce moment-là, le duc d'Albe, qui a été envoyé pour réprimer la rébellion, décide à la fin de 1567 de s'emparer des biens de son ennemi. Et parmi les trésors qu'il va voler chez Guillaume d'Orange, figure évidemment le jardin des délices qui prend la direction de l'Espagne très catholique. Ça c'est incroyable. À la mort du duc d'Albe en 1582, le tableau est légué à l'un de ses fils et c'est son fils qui va le transmettre à la couronne, d'où la présence du jardin des délices au milieu des trésors de l'Escurial. Alors évidemment, là, ça pose encore plus de questions qu'avant et les débats sont encore plus vifs que ceux qu'on pouvait imaginer. Je cite Hans Belting, « Dans la collection royale, on était extrêmement sourcilleux à l'égard de toutes les œuvres où les questions de foi jouaient un rôle. Non seulement on voyait l'hérésie partout, mais depuis que les images étaient devenues un enjeu religieux entre protestants et catholiques, il fallait pouvoir les défendre contre les iconoclastes en établissant leur rigoureuse orthodoxie. » Alors là, pardon, mais pour ce qui est de la rigoureuse orthodoxie, on repassera parce que le jardin des délices, évidemment, n'a rien d'orthodoxe, vous avez bien compris. Difficile de procéder à une lecture vraiment religieuse de cette œuvre. Bientôt viendra quand même la volonté de lui donner un sens et de l'analyser. Et une question se pose, la question qui se pose par rapport aux fantasmagories qui se déploient sur ces trois panneaux et surtout, encore une fois, sur le grand panneau du milieu, c'est de savoir si, dans tout ça, Jérôme Bosch n'aurait pas dissimulé quelques secrets assez inavouables. Franck Ferrand sur Radio Classique. Ce qui est intéressant peut-être, plutôt que de reprendre alors là toutes les analyses des 17, 18, 19e siècle, c'est de voir ce qu'on en pense dans une période plus récente peut-être, où on s'est mis à décortiquer avec toujours plus de passion les moindres détails de ce jardin des délices. Alors, on peut dire que le jardin des délices est devenu un véritable objet d'étude à ce moment-là. La vaste scène centrale intéresse particulièrement les exégètes, si j'ose l'expression, avec cette espèce d'érotisme bizarre et débridé qui fait penser à une sorte de grande sarabande, une sorte d'exutoire, occasion peut-être de traiter de la sexualité dans toutes ses déclinaisons les plus diverses. Ça pourrait être ça l'interprétation. Les surréalistes sont un public tout désigné pour s'intéresser à l'œuvre de Jérôme Bosch. Il est vrai que l'absurde est au cœur de cette œuvre et que tout ce qui relève de l'hybridation en fait une partie intégrante, bien entendu, et tout ça interpelle. André Breton, par exemple, prête à Bosch l'intention de coder son message aux yeux du monde. On a aussi développé d'autres références, on pense à l'alchimie, à des discours sectaires qui prôneraient un retour à la pureté originelle de l'humanité. Ça, c'est peut-être voir un peu loin, mais bon. Il y a toutes sortes de thèses, je vous l'ai dit. Ce que l'on sait de Jérôme Bosch, en tout cas, c'est que ce n'était pas un sataniste. Il n'était membre, évidemment, d'aucune secte particulière. C'était un bon catholique tout à fait classique de son temps. Bosch, semble-t-il, a voulu montrer dans le panneau central un faux paradis qui aurait été travaillé par le mal, comme si, en quelque sorte, à partir du fruit défendu et de l'arbre de la connaissance, n'est-ce pas, comme si le péché originel avait transformé ce qui devrait être un paradis en faux paradis, avec des hommes constamment victimes de l'influence du démon, avec une vie extrêmement désordonnée au sein de laquelle eux-mêmes se perdent. Alors, il y a d'autres idées à propos du panneau, et c'est notamment un auteur allemand donc, dont je vous ai un petit peu parlé depuis le début, là, qui s'appelle Hans Belting. Lui a même carrément une toute autre interprétation. Franck Ferrand sur Radio Classique. Selon lui, le panneau central, ce nom Hans Belting, ce panneau central représenterait le paradis tel qu'il aurait dû être si Adam et Ève n'avaient pas succombé au
péché. Il se pourrait peut-être que Bosch ait été influencé par le commanditaire, inconnu d'ailleurs de son tableau, qu'il ait voulu prendre l'histoire biblique à contre-pied et qui nous ait fait une sorte de paradis utopique. Il aurait développé une sorte de fiction qui, au passage, lui permettait de donner libre cours à cette espèce d'inventivité complètement incroyable. Un tel paradis ne se trouve nulle part parce qu'il n'est jamais devenu réel, nous dit Belting. Il est ce qu'on appellerait aujourd'hui un monde virtuel. Le caractère scandaleux de l'œuvre vient de ce qu'elle déploie, une scène érotique dans une perspective biblique. Si vous voulez mon avis, la vision de Belting n'est pas allée tout à fait au bout de ce qu'on doit pouvoir dire de ce grand panneau central. Je me demande, à force de le voir et de m'interroger à son sujet, si ce qu'a voulu montrer Bosch, ce qu'il a non pas seulement voulu, mais ce qu'il a montré, ce n'est pas tout simplement le monde réel, le monde perdu entre enfer et paradis. Il n'y a pas de notion de purgatoire, là, il y a bien la notion d'une réalité débordante, insaisissable et constamment tourbillonnante. Et cette réalité, me direz-vous, elle est beaucoup plus érotique sur le tableau de Bosch, elle est beaucoup plus débridée sur ce grand panneau qu'elle ne l'est, heureusement, dans la société au quotidien. Mais justement, et si Bosch avait voulu nous montrer la réalité telle qu'elle est lorsqu'on retire les masques, lorsqu'on fait tomber les rideaux de la société et lorsque l'être humain apparaît tel qu'il est en fait, ni au paradis, ni en enfer. Vous écoutez Radio Classique.